Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie, de l'œuvre, de la carrière d'une actrice qui connut son heure de gloire dans la seconde partie des années 30 en France. Puis, après la collaboration, l'occupation va connaître lors de l'épuration son déclin, sa déchéance, une forme de déshonneur également. Il s'agit de Corinne Hucher. Corinne Hucher était la fille de monsieur Jean Lucher, qui était un grand patron de la presse parisienne, puis française, lorsque le temps de la collaboration et du régime de Vichy se développeront. Elle était également la petite fille d'un intellectuel diplomate très réputé à l'époque, monsieur Julien Lucher. Alors, pour reparler de Corinne Hucher va connaître une enfance ambivalente, c'est-à-dire que d'un côté, elle aura une scolarité très aléatoire au vu et au su de son état de santé qui est très fragile, très précaire. On saura ensuite qu'elle développera jusqu'à la fin de sa vie une tuberculose. Et en même temps, une jeunesse qu'on pourrait qualifier de dorée, grâce aux réceptions mondaines auxquelles elle pourra assister aux côtés de son père, Jean Lucher, donc, notamment avec toute l'intelligentsia française, culturelle, politique, diplomatique, et avec des liens avec des diplomates étrangers, notamment Otto Abetz, le diplomate allemand qui était lié au Troisième Reich. Alors donc Corinne Hucher, dès ses 14-15 ans, développe une volonté et une certaine forme de qualité, de capacité pour le jeu de comédienne, pour devenir une actrice, une comédienne. Donc son père, avec son entre-gens, ses relations, l'a conduit vers l'un de ses amis qui est un grand acteur et grand metteur en scène de théâtre d'abord, puis de cinéma. Il s'agit de Raymond Rouleau. Raymond Rouleau, que nous connaissons tous peut-être maintenant davantage pour ses qualités d'acteur, notamment dans Falbala de Jacques Becker en 1945 avec Micheline Prel, ou de metteur en scène de cinéma, je pense aux Sorcières de Salem, son adaptation des Sorcières de Salem en 1957, avec Yves Montand, Simone Signoret et d'autres acteurs, je pense à Mylène de Mongeau. Et donc, sous la conduite très importante de Raymond Rouleau, elle fait partie de la troupe théâtrale de ce metteur en scène acteur, et en 1937, c'est un grand succès public grâce à une pièce qui s'intitule Altitude 3200. Cette pièce étant écrite par Julien Lucher, le grand-père de Corinne Hucher, donc, qui va, comme ceci, offrir à sa fille ce cadeau de grand baptême théâtral, une grande pièce de théâtre qui sera d'ailleurs adaptée un an plus tard au cinéma. Corinne Hucher, précisons-le, grâce à l'un des amis également de son père, monsieur Marc Allégret, va être aussi figurante, petit rôle, dans deux de ses films, notamment Sous les yeux d'Occident. Mais c'est lors d'une des représentations d'Altitude 3200 en 1937, donc, que Corinne Hucher va avoir sa première grande rencontre avec le cinéma, avec un metteur en scène peu connu à l'époque. Il était assistant de quelques metteurs en scène français de renom. Il a déjà réalisé quelques documentaires et puis assisté quelques réalisateurs français. Donc, disais-je, il s'agit de monsieur Léonide Mogui, qui était à la fois un intellectuel, un réalisateur de cinéma, un esthète et un petit peu un diplomate, puisqu'il jouera un rôle parfois très très important auprès de l'ONU, auprès de l'UNESCO, jusqu'à la fin de sa vie.
Alors Léonide Mogui, très impressionné par la prestation de Corinne Hucher, décide de l'engager pour son nouveau film qui va s'appeler Prison sans barreaux. Et dès lors, en 1938, donc, Corinne Hucher va développer, grâce à ce premier film avec Léonide Mogui, un personnage qui est finalement très félin, assez naturel dans son jeu, un personnage de jeune femme passionnée, de jeune femme à la limite de la loi. D'ailleurs, dans Prison sans barreaux, elle incarne une des jeunes délinquantes détenues dans une maison d'arrêt, où arrive une nouvelle directrice qui souhaite appliquer de nouvelles pédagogies, de nouvelles conditions de vie pour les détenus. Très bien, merci. Approche-toi. Allô? Qu'êtes-vous? Je suis la nouvelle directrice. Non, la mère Appel n'est plus là? Madame Appel est toujours là. Naturellement. Je croyais qu'on l'avait mise hors but. Ce film Prison sans barreaux sera grossière, ça un ne te va film pas. qui se constituera en fait l'un des grands Bien sûr, je suis arrivée pendant que moments tu étais en de la carrière de Corinne Hucher au cinéma. Il sera reconnu comme un grand film, notamment à la Mostra de Venise, au Festival de Venise, en son temps. Et puis, il y a aussi une des partenaires de ce long métrage, Ginette Leclerc, qui reconnaîtra, vantera d'ailleurs les qualités de jeune actrice, de jeune talent de Corinne Hucher d'ailleurs. Et donc la collaboration avec Léonide Mogui se développera sur les 2 années suivantes. Auparavant, il y aura une version britannique de Prison sans barreaux, réalisée par William Desmond Hurst, donc qui s'appelle Prison Without Bars, Prison sans barreaux, voilà, littéralement. Et Corinne Hucher s'en sortira très bien au niveau de la maîtrise de la langue de Shakespeare, puisqu'elle bénéficiera d'un assistant linguistique qui n'est autre que Terence Young, que nous retrouverons dans le cinéma britannique de l'après-guerre, notamment pour les James Bond et pour aussi auparavant de très bons films noirs. Et donc Corinne Hucher et Léonide Mogui poursuivront leur collaboration cinématographique, artistique, avec notamment un deuxième film qui s'intitule Conflit et qui raconte l'histoire de 2 sœurs dont l'une devient fille-mère et qui confie donc son enfant à sa sœur, et prise de remords, quelque temps plus tard, elle désire récupérer cet enfant. Donc il y a déjà chez Léonide Mogui, et par rapport à la persona de Corinne Hucher, d'après ce qu'il a décelé chez cette actrice, il y a toujours ce personnage de jeune femme qui est victime parfois du destin, victime du sort, et qui en quelque sorte, l'interprète de manière très forte, très intense, avec aussi ce regard, un regard félin, un regard qui mêle à la fois une certaine forme de douleur, de douceur, mais aussi d'intensité, de passion. D'accord ? C'est ça aussi, chez Corinne Hucher, l'importance du regard. Et donc, après Conflit, et donc après ce film au sujet aussi très moderne pour l'époque, il y aura un 3e film qui s'appellera d'abord Le Déserteur, puis ensuite, puisque nous sommes déjà en 1939, au vu et au su du contexte, Je t'attendrai, un film avec Jean-Pierre Aumont qui se déroule en 1918 pendant la Première Guerre mondiale, qui est aussi une histoire d'amour, passion contrariée entre le personnage incarné par Jean-Pierre Aumont et la jeune femme incarnée par toujours Corinne Hucher. Il y aura donc ces 3 films sur la notion de jeunesse, d'amour, de fatalité en quelque sorte, que l'on essaie de de dénouer, de rendre moins pénible et beaucoup moins tragique, et beaucoup plus heureux. Entre-temps, donc, outre ces 3 films avec Léonide Mogui,
Corinne Lucher aussi fera d'autres belles rencontres, notamment Cavalcade d'amour, un film qui est assez intéressant puisque c'est un film qui se passe sur 3 périodes, avec dans les rôles principaux Michel Simon, Claude Dauphin. Et Cavalcade d'amour sera un film qui se situe sur 3 siècles, 3 époques différentes, dans un lieu unique, un château, qui est le théâtre, encore une fois, me dirait-on, d'amour et de passion contrariées. D'accord, entre jeunes fiancés, jeunes amants, et les parents, très très autoritaires. Et donc il y a une époque qui se passe dans les années 1630, XVIIe siècle. 2 siècles plus tard, 1830-1840, c'est la deuxième époque, et troisième et dernière époque qui se déroule au moment où le film se tourne, fin des années 30. Et puis il y aura aussi un grand film là ici d'avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, puisqu'il s'agit de Dernier tournant, un film de Pierre Chenal, grand réalisateur dont nous devrions reparler beaucoup plus souvent à notre époque. Dernier tournant avec Michel Simon, avec Robert Le Vigan dont nous avons déjà parlé, avec également Corinne Lucher. C'est un film qui est la première adaptation d'un roman de James Cain qui s'intitule Le facteur sonne toujours 2 fois. Avant l'adaptation par Visconti, en 1942 qui est Ossessione, et avant l'adaptation en 1980 aux USA avec Jack Nicholson et Jessica Lange. Et donc, il y a aussi dans ce film Dernier tournant, dans un rôle qui lui convient comme un gant j'allais dire, séducteur, d'amant, Fernand Gravé qui a été l'un des grands acteurs du cinéma français d'avant-guerre, et notamment dans Paradis perdu d'Abel Gans, avec Micheline Prel en 1940 également. Alors, ensuite, Corinne Lucher va tourner sous la direction de Mario Mattoli, une coproduction franco-italienne, Abbandono. D'accord, c'est en fait un drame sentimental historique qui se déroule dans l'Italie des années 1840, où elle joue de nouveau le rôle d'une jeune fille qui est victime du destin, d'accord, qui essaie d'aider sa belle-sœur, mais qui est la belle-sœur donc de son époux qui est un marin, et qui, au lieu de la remercier, va souhaiter se venger d'elle, étonnamment, va essayer de la harceler, etc. Alors c'est encore une fois un rôle très fort, et c'est un film méconnu, et que je vous engage à revoir lors d'une de ses diffusions, soit, espérons-le, sur les chaînes françaises, ou sinon sur les chaînes italiennes. Donc après ce dernier film, L'Abbandono, en 1940, la Seconde Guerre mondiale éclate, la Blitzkrieg en France, et donc Corinne Lucher interrompt son activité d'artiste. Elle l'interrompt d'autant plus qu'elle subit de plus en plus les conséquences de sa maladie, qui la poursuit depuis quelque temps déjà, puisqu'il s'agit de la tuberculose. Et donc elle met en quelque sorte un terme à sa carrière avec ce film Abbandono, qui ne sera distribué et diffusé dans les salles françaises que 3 ans plus tard, en 1943. Alors, ensuite Corinne Lucher va alterner séjours à Passy, pas du côté de Paris, mais à Passy en Haute-Savoie, des cures de remise en forme, de remise en santé par rapport à son affection, et puis une vie mondaine assez chargée, assez conséquente, avec ses nombreux amis, ses nombreuses connaissances, notamment un très très grand ami, Charles Trenet. Et puis, aux côtés de son père, elle assistera à de nombreuses réceptions mondaines. D'autant plus que son père va être promu à la fois patron de la presse parisienne sous l'occupation, mais aussi l'un des membres les plus influents de la Corporation de la presse nationale via le gouvernement de Vichy. Ses liens avec, par exemple, monsieur Joseph Darnan, fondateur et chef de la milice, ses liens avec Marcel Déat,
fondateur du Rassemblement national populaire, lui vaudront également de nombreux ennuis, nous en reparlerons dans quelques instants, à la Libération. Et donc Corinne Hucher trouve aussi le temps de se marier en 1941, fin 1941, avec un aventurier, un peu aristocrate, très escroc également, c'est Guy de Voisin-Lavernière. Guy de Voisin-Lavernière, dont l'entregent sera d'ailleurs condamné, dont les escroqueries lui vaudront de nouvelles condamnations pendant la guerre, mais aussi après la guerre où il sera condamné lourdement. Le mariage se fait, mais pendant l'une des cures de santé, de remise en forme de Corinne Hucher, mais le jour suivant, il y a déjà une mésentente et le couple se sépare dès ce jour-là, et la séparation deviendra plus officielle un mois après. Corinne Hucher, donc, de retour à Paris, recommence donc sa vie sociale très, très importante, et finalement se désintéressant un petit peu de ce qu'il advient de la France et aussi de l'histoire de la France occupée, nous arrivons finalement à une nouvelle étape, et c'est une étape moins brillante de la vie de Corinne Hucher, au printemps 1944. Au printemps 1944, les bruits de la libération se font de plus en plus attendre et entendre même, dirais-je. Et en août 1944, le 17 août, une semaine avant la libération de Paris, la famille Hucher et le père Jean Hucher le premier décident de quitter Paris précipitamment pour aller d'abord vers Baden-Baden, puis vers Sigmaringen, dont nous avons eu déjà l'occasion de parler pour Robert Le Vigan d'ailleurs. Sigmaringen, qui était le refuge du gouvernement de Vichy et de ses principaux collaborateurs. La famille Hucher se retrouve à Sigmaringen, mais les choses étant ce qu'elles sont, l'armée américaine arrive très vite aussi du côté de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Bavière, ce qui fait que Jean Hucher et sa famille se retrouvent de nouveau sur les chemins de la fuite. Jean Hucher sera dénoncé à arrêter en Italie. Il sera d'abord emprisonné en Italie, d'accord, en 1945, en mai 1945, printemps 1945. Corinne Hucher également. Ils reviendront tous escortés par, évidemment, les autorités alliées en France. Ils seront emprisonnés dans plusieurs endroits, notamment à Nice, et c'est un petit peu l'ironie du sort pour Corinne Hucher, puisque Nice a été la ville où de nombreuses scènes de prison sans barreaux furent tournées avec Léonine Mogui. Donc c'est un petit peu l'ironie du sort pour Corinne Hucher, qui retrouve ses décors naturels, mais dans la situation réelle cette fois-ci de captivité, d'état de prisonnière. Et donc ensuite, elle est emprisonnée à Paris, elle est jugée, son père d'abord est jugé, il est jugé pour intelligence avec l'ennemi, il sera d'ailleurs fusillé en février 1946, d'accord, au fort de Châtillon. Elle-même sera emprisonnée temporairement, d'autant plus que son état de santé se détériore, d'autant plus également qu'elle aura mis au monde auparavant, au printemps 1944, une petite fille qu'elle aura eue suite à une relation sentimentale avec un officier autrichien, Volrad Gerlach, d'accord, un officier de la Luftwaffe de mémoire. Et donc le procès de Corinne Hucher a lieu à partir de juin 1946, et le 4 juin 1946, donc, on la condamne à 10 ans d'indignité nationale. Donc Corinne Hucher, quasiment seule, quasiment reniée par ses anciens amis, ses anciennes connaissances, qui vit dans un état de précarité et de santé lamentable.
eh bien Corinne Lucher sera retrouvée, redécouverte en quelque sorte, un an plus tard par un jeune assistant de Léonine Mogui qui s'exerçait aussi avec beaucoup de talent déjà comme jeune scénariste dans le monde du cinéma, puisqu'il s'agit de Jean-Charles Takela. Et donc Jean-Charles Takela, qui a 22 ans à l'époque, revoit Corinne Lucher, qui en a 26, nous sommes donc en 1948, dans un café à Paris, et se met à lui parler avec beaucoup de passion et avec une certaine forme de joie également de sa carrière, etc. Jean-Charles Takela appelle immédiatement Léonine Mogui, qui s'enquérait aussi du sort de la jeune actrice qu'il avait mise en scène et en scène dans 3 de ses films avant la Seconde Guerre mondiale. Et une rencontre est organisée du côté de Rome, en Italie, entre ces 3 personnes, Takela, Mogui, Lucher. Léonine Mogui, constatant l'état de santé vraiment déplorable, pathétique de Corinne Lucher, lui promet, sachant qu'il ne pourra jamais tenir cette promesse, de l'engager pour un nouveau film qui s'appelle « La vie recommence demain », ironiquement. Et donc Corinne Lucher, après avoir, via un journaliste qui va retravailler tout ce qu'elle dit, et parfois pas dans un sens positif, bien au contraire, ses mémoires, Corinne Lucher va décéder au début de l'année 1950, chez elle, dans le 16e arrondissement, dans un dénuement assez évident, à donc l'âge, à un âge qui est encore très jeune, puisqu'elle aura à peine 29 ans lors de son décès. En résumé, comment faire le bilan de la vie de Corinne Lucher? Corinne Lucher fait partie de ces actrices dont la filmographie, certes, fut assez brève, mais une filmographie qui est finalement assez importante. Alors, par les films de Léonine Mogui, et par leur sujet, quand même, qui était assez moderne pour l'époque, notamment les filmaires, les conditions de vie des prisonnières, d'accord, par des films qui se déroulaient dans un contexte parfois très contemporain, soit à l'époque du tournage des films, soit à l'époque, 20 ans auparavant, de la Première Guerre mondiale. Et Corinne Lucher, c'est aussi, comme j'avais dit tout à l'heure, un jeu d'actrice, une actrice d'abord de théâtre, formée par un grand maître du théâtre et du cinéma français, Raymond Rouleau, et avec toujours ce regard, cette intensité, ces postures, ce physique de jeune femme à la fois douce mais également parfois apeurée, où il y avait une certaine forme d'intensité, de violence, mais aussi de douceur, à la fois dans le physique, dans le regard. Donc c'est un jeu d'actrice qui est assez aussi moderne pour l'époque, d'accord. Et puis aussi, Corinne Lucher va, par son attitude, être assez, disons, troublante, parce que elle aura mené une vie sous l'occupation où elle, semble-t-il, n'aura pas prêté attention à tous les aspects sombres, et il y en a eu beaucoup, de l'occupation. Comme si pour elle, seule sa vie mondaine, seul son microcosme, d'accord, en quelque sorte, son espace-temps, lui convenait et l'intéressait. Et en faisant abstraction de tout ce qui se passait ailleurs avec les autorités allemandes que vous connaissez. Donc, c'est cela aussi, Corinne Lucher, c'est un mélange à la fois de qualité artistique, humaine, libre à chacun d'interpréter son existence, mais aussi quelqu'un qui va porter le tribut d'un nom, celui des Lucher, notamment via les agissements du père, grand patron de presse, fondateur d'un journal qui sera célèbre et très lu à l'époque, Les Temps Nouveaux,
temps nouveaux qui ne dureront que quelques années, fort heureusement, et puis aussi l'indignité nationale, la précarité. Il faut savoir que Julien Luchaire, quant à lui, était tout à fait à l'opposé. Julien Luchaire, le père de Jean, le grand-père de Corinne, était tout à fait opposé, et quant à lui, il a été plutôt défenseur d'une presse de gauche et défenseur d'une écriture et d'une littérature de gauche, ce qui lui valut quelques ennuis parfois. Mais le nom Luchaire lui assurait une forme de protection. Alors donc, c'est aussi une famille qui a connu, j'allais dire, à la fois la gloire et puis la déchéance, le déclin, le déshonneur, sous et après l'occupation, lors de l'épuration, Sigmaringen, j'ai eu l'occasion de vous en parler. Et c'est aussi une actrice, finalement, dont nous pouvons redécouvrir les films, notamment, certes, les films qu'elle a tournés avec Marc Allégret, mais aussi de manière plus intéressante, les 5 films qu'elle a tournés, soit les 3 avec Léonide Mogui, soit Dernier Tournant par exemple, en DVD Blu-ray. Vous avez donc des films de Léonide Mogui, 2 qui sont chez René Château. Je t'attendrai est disponible dans une belle copie également chez Gaumont, et puis Dernier Tournant également chez Gaumont, Pathé. Et chez Pathé également, il y a quelques films de cette époque, pour mieux nous la représenter, et pour mieux représenter à quelle époque appartenait aussi Corinne Luchaire. Donc voilà, Corinne Luchaire qui fait partie de ces actrices que l'on connaît moins maintenant, mais dont la vie, dont la carrière sont représentatives d'une certaine époque, d'accord, une époque trouble parfois, tragique également, mais vis-à-vis de laquelle nous ne devons pas porter des œillères. Voilà, je vous remercie. À très bientôt pour une autre vidéo sur les seconds rôles, voire les grands rôles du cinéma français. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente soirée.